Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Claude. Bonjour Bonjour. Nicolas. Alors Nicolas, c'est un prénom qui est beaucoup utilisé en Lorraine. Ah, ben je savais pas. Saint-Nicolas, Saint-Nicolas. D'accord. Saint-Nicolas, c'est Lorrain. D'accord, c'est Lorrain. Bon, ben voilà. Voilà. Bon, c'est un prénom très répandu aussi. Tout à fait. Je pense qu'aussi il y a des origines russes. Ouais, c'est à peu près ça, c'est Donc vrai. après, c'est trop compliqué pour être précis. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et je suis très content de passer un moment avec vous. Super. Eh bien, Claude, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter pour les personnes qui nous regardent? Bah, ça se voit, je suis magnifique. Voilà. Claude, bah, c'est mon prénom. Cuny, c'est mon nom. J'habite une belle ville qui est Aix-en-Provence et qui est une qualité de vie exceptionnelle par sa lumière et puis le fait de tout faire à pied. Puis comme dans beaucoup de villes d'ailleurs, il y a beaucoup de gens sympathiques. Je m'y plais beaucoup. D'accord. Voilà, j'ai différentes activités commerciales et professionnelles et une activité immobilière. C'est ce qui m'a fait connaître le Nicolas qui est en face de moi. On va y venir. Et d'abord, vous avez effectivement un très large parcours. Est-ce que vous pourriez nous retranscrire un peu l'histoire de votre vie? Bon, alors il faut prendre 8 jours, hein, parce que ça va être long, mais on va faire une petite synthèse qui va être rapide et j'espère surtout pas barber ceux qui regardent la vidéo. Ce qui consiste à, je suis allé à l'école, j'aurais voulu faire plaisir à mes parents qui étaient des gens qui est super, qui m'ont donné beaucoup d'amour, beaucoup de leur temps et qui auraient voulu que je fasse des études parce que j'étais le dernier de 5 enfants et aucun n'avait fait d'études et j'ai pas réussi à leur faire plaisir à ce niveau-là. Et parce que j'ai été dernier de classe et je crois que mon meilleur placement ça a été avant-dernier, sauf en instruction religieuse où j'étais deuxième. D'accord. Voilà. Ça comptait ou pas? Je sais pas, mais enfin ça faisait plaisir puisque mes parents, ayant épuisé toutes les écoles laïques, je me trouvais dans les pensionnats religieux. D'accord. Voilà. Alors après, pourquoi j'ai eu des échecs scolaires? J'ai eu aucune excuse, rien du tout, j'en sais rien. En fait, je rêvais, je passais mon temps à rêver. Et ça s'est passé comme ça. Et en fait, ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de monde, de discuter avec beaucoup de gens et d'observer. D'accord. Voilà. Donc voilà. déjà, une faculté d'observateur. Par obligation, parce que les heures étaient longues, les journées étaient longues en fait, puisque je ne voyais pas ce qu'il y avait à faire. D'accord. En fait. D'accord. Voilà. De là, vous sortez de l'école, vous arrêtez prématurément? Et comme on avait épuisé pas mal d'écoles de la région, il en restait plus beaucoup et que j'avais 14 ans et j'ai pris une prise de conscience en me disant mais il faut que je fasse quelque chose. Je me suis dit il faut peut-être que je trouve un métier. Et je ne sais pas pourquoi, et je me suis dit, si je choisis un métier, je vais être dans les 10 meilleurs français. Alors ça... Ah oui, donc à l'école, entre guillemets les derniers, suite mais... aux échecs, j'ai commencé à avoir un peu ras-le-bol, et je me dis, il serait temps de réagir, et je prends un métier, mais je serai dans les meilleurs. Quel métier? Alors en fait, il y en avait 3 qui pouvaient m'intéresser. Je pensais que photographe c'était sympa, et créateur de mode, enfin dessiner, mais dessiner, je ne savais pas du tout dessiner. Et donc, j'ai été intéressé par la coiffure et fort de ce fait, quand j'avais une journée, j'allais voir les salons de coiffure s'ils pouvaient m'embaucher. Et là, vous êtes devenu coiffeur. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a été intéressé et qui a su me motiver à sa façon violemment, parce que quand il m'a dit, écoutez, ça m'intéresse, et il m'a donné des outils, et il m'a regardé, et il m'a dit, je pense que vous ne saurez jamais travailler. Et fort de ça, je pensais qu'il avait raison, parce que je ne suis pas du tout manuel. Et donc, je me suis entraîné à casser mon poignet et à donner le maximum de moi-même jusqu'à quand j'arrive à un résultat. Et le résultat qui a été? Le résultat, c'est que dans le salon où j'étais, il y avait plusieurs apprentis. Et il fallait que je me démarque, il fallait que je m'en sorte. Et donc j'ai voulu me présenter à un concours. Il n'a pas voulu parce que j'avais pas les capacités pour le faire. Il avait raison, mais moi je voulais y aller quand même. Donc je suis parti en autostop faire des concours professionnels. Parce que j'ai pas d'argent. D'accord. Et puis en fait, ça a marché. Et donc j'ai été une fois deuxième prix, une fois premier prix. Et comme j'avais un copain qui était journaliste, je lui ai téléphoné, il m'a pris en photo et donc après les clients me demandaient et je suis passé au devant.
Et j'étais obligé de correspondre, d'avoir un travail qui correspond à l'attente des gens qui étaient là. Donc j'ai progressé rapidement dans ce métier-là. Ça m'a passionné d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Alors ça s'est enchaîné très vite? En fait, j'ai eu une prise de confiance en moi. D'accord. Parce que les gens me demandaient, ils étaient contents. Enfin, c'était super. Enfin, j'avais jamais connu ça. Moi, d'habitude, j'arrive pas, je sais pas. Voilà. Donc j'ai eu une confiance en moi qui m'a permis d'évoluer et de repousser toutes les limites que je pouvais avoir. Donc là, vous créez votre... Alors, de là, après, j'ai passé les examens de la coiffure, j'ai continué mes concours, j'ai été accepté dans la haute coiffure française par rapport à mes résultats. D'accord. J'ai organisé des plateaux, j'avais mes salons qui marchaient d'une façon super, donc c'était... Là, à cette période-là, on est dans votre entreprise. Alors là, j'avais créé mon salon. Et comme je voulais monter mon affaire, et puis encore une fois, je me suis dit, tiens, je vais avoir le plus grand salon de Nancy. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'à l'époque, je devais être un peu comme ça. Et donc, pour ce faire, très tôt, j'ai cherché. Et quand j'ai trouvé un endroit qui me plaisait, c'est assez rigolo, parce que quand j'ai été voir le banquier pour avoir de l'argent, mais il me dit, c'est pas possible. J'ai dit, quand même, pourquoi? Il me dit, mais il faut vous faire émanciper. J'ai dit, c'est pas grave, je vais chercher mon papa. Il me dit, mais ça se fait pas comme ça. Donc, je me suis fait émanciper. J'ai pu acheter mon premier salon de coiffure. Vous aviez quel âge à ce moment-là? À l'époque, la majorité, c'était 21 ans et moi, j'avais 20 ans. Ah oui, d'accord. Donc très tôt, en fait, vous êtes lancé. Vous direz très tôt. Moi, c'était trop tard parce que j'aurais pu le faire avant. Non, je rigole. Ah ouais, enfin, à 20 ans, c'est quand même. Ça a été un parcours, rapide quand même dans le temps, finalement. 14-20 ans, avoir une expérience aussi dense. Oui, parce que je suis parti travailler à Saint-Tropez, à Courchevel. Ah ouais. J'ai fait des saisons. En plus, d'accord. Oui, donc c'était riche en contenu. Et là, vous continuez donc. Là, vous avez votre salon de coiffure, ça continue longtemps? C'était riche en expérience, en revenus, c'était galère. D'accord. Oui, d'accord. Et à partir de 20 ans, votre salon, vous le gardez longtemps? J'essaye de le pousser au maximum, j'essaye que ça soit le plus beau de la ville, j'essaye que, et de le faire monter. Et ça a très vite, j'ai eu beaucoup de succès parce qu'en fait, j'ai cherché à avoir une qualité professionnelle et que mes collègues, enfin ma concurrence ne faisait pas toujours. Et donc, je me suis tout de suite attaché à une notoriété. Puis j'étais connu de par les concours, les présentations de coiffure que je faisais dans les nightclubs, etc. Donc, ça, vous avez toujours gardé, c'est-à-dire que d'un côté les concours et de l'autre le côté… Jusqu'à un jour où je me suis dit, mais je ne vais pas aller plus loin, qu'est-ce que je vais faire? Et l'idée, ça a été de pratiquer le même métier, mais différemment. C'est-à-dire que garder cette qualité professionnelle, mais s'attacher à un nouveau métier pour moi qui était… La coiffure, les gens, ils n'aiment pas aller dans un salon. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit bien? Qu'est-ce que je peux faire pour correspondre à ce que les clients recherchent? Et ils ne savent même pas qu'ils recherchent peut-être ceci et là. Donc j'ai pensé que le meilleur truc, c'était peut-être qu'ils passent un bon moment. Et donc j'ai tout fait pour que quand ils arrivent, c'est la fête et on passe un bon moment. Donc j'avais un mur qui faisait 10 mètres de long, c'était que des bandes dessinées. J'étais un des premiers à avoir un frigo, une machine à café que j'offrais à tout le monde. D'accord. J'ai acheté des petites télés qu'il y avait aux États-Unis pour mettre sur chaque tablette. Tout ça, ça créait la différence, ça créait une ambiance que les gens faisaient parler et donc… oui, effet boule de neige derrière. Et on démarrait tous la semaine, on était complet en rendez-vous, c'était fabuleux. D'accord. Et après, je suis allé au-delà parce qu'en fait, mon idée, c'était de créer une nouvelle idée toutes les semaines. Ah oui. Donc la problématique, c'est quand je loupais une semaine, la semaine d'après, j'en avais deux. Donc, ça demandait beaucoup de travail, j'imagine. Non, c'est pas du travail, c'est super. C'est parce qu'en fait, c'est un entretien, donc vous cultivez l'idée de qu'est-ce que je peux trouver de neuf, etc. Et donc, par exemple, une idée qui avait été assez forte, c'était de créer des événements. Alors, par exemple, je créais la journée Club Méditerranée. Alors, par exemple, on était en chapeau de paille, en Bermuda, et c'était en plein hiver. D'accord. Et on faisait Noël au mois de juillet, où je faisais des journées smart, c'est-à-dire il y avait champagne, tout le monde était, les filles en robe longue, etc. Et je partais du principe que le client qui venait pensait qu'on était fous, ça c'était tout à fait normal, on confirmait facilement. Et il en parlait au moins 5 personnes. Vous aviez 100 personnes qui venaient, c'était 500 personnes qui avaient envie d'aller voir ce qui se passait, quoi. D'accord. Et juste un truc qui m'a plu pour moi, un petit artisan,
c'est que le représentant de chez L'Oréal avec qui j'avais sympathisé parlait de moi à Paris. Et du coup, ils ont eu envie de me connaître et ils sont venus étudier ma façon de vendre la coiffure et ils m'ont rémunéré. Et pour moi, une boîte mondiale L'Oréal. Qui venait étudier comment je vendais la coiffure en me rémunérant, j'étais aux anges. Oui, j'imagine. De la consécration. C'était trop rigolo. Oui, puis même la consécration quand même dans le travail. Parce que c'était rigolo, c'était bien amusé. Mais j'étais content. Hein. Oui, mais ça, j'imagine bien. Cette expérience coiffure, elle représente combien de temps dans votre vie du coup? Pas mal hein, quand même. J'ai commencé à arrêter de travailler en coiffure. J'ai eu la garde de mes enfants, donc il a fallu que j'élève mes enfants. Donc après, j'ai pratiqué la coiffure différemment, avec moins de temps à l'intérieur et plus l'administratif et la comptabilité. D'accord. Et après, j'ai changé de ville et je suis parti dans le sud de la France, j'avais 38 ans. 38 ans, d'accord. Et j'ai vendu tous mes salons de coiffure. Et là, à ce moment-là, à 38 ans, vous faites un autre métier? Déjà, avec la salon de coiffure, j'avais fait une autre direction qui était de créer des espaces qui n'existaient pas à l'époque, avec des saunas, des bains spa, des lampes à bronzer. Des instituts de beauté. Oui, mais je les louais au fait aux entreprises qui faisaient leurs réunions de cadre. D'accord. Là, c'était sympa. D'accord. Ça plaisait beaucoup. Donc ça, c'est votre reconversion en quelque sorte? Non. Ça a commencé, c'est un accompagnement des salons de coiffure en fait. D'accord. Donc vous avez toujours entrepris, j'ai l'impression. Force est de constater que j'ai souvent entrepris. Oui. Ouais. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un entrepreneur débutant qui se lance? On va commencer par là déjà. Par rapport à votre expérience, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez nous donner comme conseil? Oui, qu'il y aille à fond, qu'il se pose des questions s'il y a des bonnes questions, mais il faut surtout la volonté de la réalisation. Et il faut le faire avec il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'obstacle insurmontable. S'il y a un obstacle vraiment qui vous gêne, passez à droite, passez à gauche, mais le principal, c'est votre objectif. Et il faut la volonté pour obtenir cet objectif. D'accord. Peu importe les obstacles, au contraire, plus ils sont forts, c'est que peut-être que l'idée est bonne. C'est intéressant ça comme réflexion. Vous pensez qu'aujourd'hui c'est dur de se lancer, actuellement? On va dire ça à toutes les civilisations. D'accord. Il y a toujours quelqu'un pour vous dire que c'était bien avant. C'était bien avant, ça n'empêche pas que c'est super maintenant. D'accord. Pour vous, ça c'est une fausse excuse? Je ne sais même pas si c'est une excuse. C'est quelqu'un qui ne se sent pas les capacités, qui n'a pas les couilles pour entreprendre. D'accord, d'accord. Alors, par rapport à tout ça, de ce parcours entrepreneurial, en parallèle, vous avez… C'est pas poli de dire couilles, mais c'est pas grave. Mais ça existe. Hein. Oui, c'est pas grave. Par rapport à… Enfin, dans ce cursus que vous avez réalisé, en parallèle, vous avez fait de l'investissement immobilier. Oui. À quel moment vous avez commencé? J'ai toujours pratiqué l'immobilier parce que c'est un métier de mode. Et donc, c'est une fragilité. Et j'étais conscient de ça et je me disais, putain, si ça ne dure pas, il faut quand même que j'assure mon train de vie. Et donc, j'ai pensé que l'immobilier pouvait être une bonne solution pour le jour où la coiffure devait s'arrêter, avoir des revenus suffisants pour pouvoir élever mes enfants et vivre avec ma famille, etc. Et donc, très tôt, j'ai acheté mon premier immeuble, j'avais 22 ans. C'est vraiment jeune, 22 ans. Directement un immeuble. Plus vous achetez gros, moins c'est cher. Oui, je suis complètement d'accord. Mais on se dit qu'à 22 ans, c'est vrai que c'est… C'est quoi? C'est une idée reçue, mais ça en bloque certains. Il y en a qui n'ont jamais franchi le pas alors qu'ils ont ça bloque beaucoup quand plus. On cherche des excuses, mais si vous ne cherchez pas d'excuses et que vous avez envie de réaliser, vous n'avez pas besoin de ça. D'accord. Donc 22 ans, premier immeuble. Qu'est-ce que ça peut foutre qu'on ait 22 ans, 30 ans? Tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Oui, non, mais tout à fait. Mais il y en a qui ont des peurs par rapport à tout ça. Celui-là, il ne m'intéresse pas. Comme ça, au moins, c'est clair. Donc là, premier immeuble, et ça ne s'est jamais arrêté? Vous continuez directement? Ça vous a plu tout de suite? Donc, vous avez un immeuble, vous refaites les travaux, j'ai touché l'ANA, donc j'étais ravi. Et puis, vous acquérez des connaissances, vous rencontrez des contacts. Et il y a toujours des gens qui sont extraordinaires, qui ont une soif de donner et ils ne sont pas toujours écoutés. Et il faut savoir les écouter parce qu'ils sont ravis, parce qu'ils ont de l'expérience et ils sont prêts à donner. D'accord.
Donc j'ai su écouter les gens, j'ai su avoir une expérience et du coup je me suis dit pourquoi pas racheter un autre immeuble et j'ai cherché, par exemple j'ai eu l'idée j'étais un des premiers à racheter des greniers puis à refaire des studios dans les greniers, des choses comme ça, quoi. Vous optimisiez la surface. Voilà. D'accord. Donc vous n'avez jamais arrêté depuis 22 ans, vous avez… J'ai toujours acheté, etc. J'ai fait très peu d'opérations de marchand de biens, j'aimais bien le patrimonial. Donc vous avez construit votre patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée actuellement du patrimoine, comment ça se positionne aujourd'hui avec toutes ces années d'acquisition de patrimoine? C'est-à-dire, vous voulez dire en chiffres? Oui, un peu en chiffres, comme vous le souhaitez, pour donner une notion juste aux personnes qui nous regardent. J'ai à peu près 250 appartements, d'accord. Parce que c'est diversifié avec des grands, des petits, il y a des garages, il y a des murs commerciaux, d'accord, etc. Il y a 250 lots à peu près. Vous gérez tout ça tout seul? Non, j'ai 2 personnes à l'administratif et 2 personnes qui s'occupent de l'entretien et des travaux. D'accord. Quel a été votre plus gros problème par rapport à tout ça que vous avez rencontré, qui vous a marqué? Parce qu'avec toute cette expérience, vous avez dû rencontrer des problèmes dans cette aventure immobilière. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué particulièrement? J'ai eu un gros contrôle fiscal, mais ça c'était un cochère. Oui, bon, c'était le gros problème. Non, pas spécialement. Pas techniquement, rien, tout a été fluide. Si les problèmes se posent au quotidien, donc il faut bien enregistrer, surtout se dire pourquoi j'ai ce problème-là, pourquoi la personne me dit ci, pourquoi elle dit ça, et réfléchir à qu'est-ce qui peut être mis dans le document juridique, le bail, par exemple, pour que ça soit pareil, c'est-à-dire qu'on ait une réponse à tout. Ce qui fait que la plupart de nos courriers, par exemple, commencent dans le bail que vous avez signé. Et on leur dit. Oui, vous rappelez en permanence. Est-ce que vous auriez, de la même manière que je vous ai demandé pour l'entrepreneuriat, un conseil que vous pourriez donner à un investisseur débutant? Alors vous l'avez un peu dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de raison de ne pas se lancer, mais un conseil qui vous vient comme ça par rapport à ce que vous avez vous-même construit? Qu'il n'ait pas de barrière, qu'il réalise ses rêves. Et l'une des plus belles, c'est se sentir en vie, c'est les challenges. Oui. Et donc il faut qu'il y aille, et au détriment de tout, peut-être, les difficultés qu'il va rencontrer, qui sont normales, et qui font d'ailleurs l'intérêt d'un projet. Parce qu'un projet sans difficulté, laisse tomber la neige, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors quel est le conseil? Est-ce que ça répond à votre question? Oui, mais un conseil… Par exemple, comment dire, pour être plus technique, plus réel. Après, je dirais une phrase qui va vous demander des explications. Vous allez me poser plein de questions. Si vous voulez acheter bon marché, achetez cher. Ah oui, mais j'adore. Oui. Voilà. Être prêt à payer le prix. Non, il faut acheter cher. Alors, acheter cher quand ça vaut cher. C'est-à-dire, ça veut dire que vous allez acheter bien placé. Ça veut dire que vous allez acheter quelque chose qui vaut de l'argent. Vous aurez beaucoup plus de plus-value sur quelque chose qui est déjà au top que quelque chose qui ne l'est pas et que vous pensez c'est bon marché, mais le bon marché coûte très cher. Et ma phrase consiste à dire, j'ai pas les moyens d'acheter bon marché. Ah oui, c'est top. Oui, c'est top. Ma grand-mère, je vous lis des trucs. Ma grand-mère me disait toujours. Il faudra être discret. Hein. Elle disait quand c'est pas cher, c'est cher en fait. Elle disait exactement cette phrase en fait. Ça revient un peu. J'ai pas les moyens d'acheter bon marché. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est vrai, c'est plein d'esprit. Est-ce que vous lisez des livres? Parce que bon, on vient de voir un parcours très dense. Est-ce qu'à côté de ça, il y a quand même de la lecture? Vous êtes quelqu'un qui avait envie d'apprendre. Comment vous décririez le comportement qu'il faut avoir pour arriver à bâtir des choses comme ça? Comme j'avais une grande collection de bandes dessinées salon de coiffure, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées, ce qui m'a permis d'avoir un certain humour. Et puis je pense que la vie c'est bien agréable avec de l'humour. Et puis ça permet de prendre du recul. Et puis après, oui, j'ai lu des livres. Comme j'avais aucune instruction et culture, par exemple pour le marketing, donc j'ai lu quelques livres pour pouvoir m'initier. Et puis j'aime le lire pour me faire plaisir. Oui. Un petit mot sur le sport, si vous voulez bien. Je crois savoir que vous êtes sportif. Qu'est-ce que vous pensez du sport en général? Vous savez que j'aime ça, donc je peux être coupable. Pour moi, j'ai commencé le sport très tard parce que dans mon enfance, on ne pratiquait pas de sport.
Enfin, puis on n'était pas éduqués pour ça. Et donc, en fait, c'est une fois en montant mes 3 étages, j'arrive essoufflé. Je m'assois devant la porte, je vois les chaussures de mes enfants qui étaient toutes petites. Mais je me dis, putain, si j'arrive même pas à monter 3 étages, je vais rien faire avec eux, quoi. Et je rencontre un copain qui était prof de gym. Il me dit, moi, je cours tous les matins. Zouzou, viens avec nous. Zouzou, c'est mon surnom. Et c'était des Lorrains, donc quand ils disaient 6h30 tous les matins, c'était tous les matins 6h30. D'accord. Qu'il pleuve, n'importe quoi. Et franchement, il y a des fois, j'avais pas envie, mais j'y suis allé. Et je pense aujourd'hui que le sport, c'est une des meilleures écoles de la vie. D'accord. Tout simplement. En tout, quoi, à titre personnel, parce que ça vous apprend l'effort, ça vous apprend à vaincre des défis qui vous sont personnels. Et dans la stratégie qui est appliquée dans la plupart des sports, vous pouvez la transposer dans votre vie personnelle et dans la vie professionnelle. D'accord. Donc, surtout qu'il y a des sports qui sont beaucoup plus... on apprend beaucoup plus la stratégie, par exemple comme le tennis ou des choses comme ça. Ouais, où on peut mélanger en effet l'esprit et la culture physique en fait. D'accord. Claude, j'adore finir mes interviews par une petite question rigolote. Je vous offre un cadeau, vous ne l'aimez pas, qu'est-ce que vous en faites? Je vous l'offre la fois d'après, non. Alors je vais l'offrir à quelqu'un que j'aime pas, mais il n'y aura personne, donc je vais leur vendre, ça serait pas bien. Mais je pense que ça me vient à l'idée. Et puis qu'est-ce que je vais en faire? Le cadeau que... Ben, je me dirais, tiens, bah, il a voulu me faire plaisir, mais déjà c'est très difficile à me faire plaisir avec les cadeaux. Donc, vous ferez partie de la liste. Et si je sais que ça fait plaisir à quelqu'un, je vais l'offrir à quelqu'un. D'accord, d'accord. Bon, mais Claude, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, à très bientôt. À bientôt, Nicolas. Au revoir. Merci. Hey! Pensez à aimer, partager et commenter cette vidéo. Et c'est pas fini. En cliquant juste ici ou là, vous allez accéder à une série de 9 vidéos gratuites sur l'indépendance financière. On se retrouve de l'autre côté.